maybe a rebel. They're still hiding in jungles. Une patrouille dans la jungle. Un ennemi presque invisible. Des casques bleus venus d'Inde jusqu'au fond de l'Afrique. C'est la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Une mission de paix, comme l'ONU en conduit depuis 50 ans. Une mission de guerre aussi, comme l'ONU n'en a jamais fait auparavant. Si on nous tire dessus, on ne riposte pas tout de suite. On demande de cesser le feu, puis on tire un coup de semonce. Mais si on continue à nous tirer dessus, alors on passe à la méthode forte. Quel que soit l'ennemi, on fait notre boulot. Nous sommes l'ONU et on doit agir si on veut la paix dans ce pays. Une armée de 17 000 casques bleus. La mission au Congo est la plus importante déployée par les Nations Unies. Débarqués du monde entier, ces soldats de la paix viennent au chevet de populations meurtries par 10 années de guerre. On organise des matchs de volley-ball ou de basket pour être au contact de la population. Nous sommes des soldats du monde. Nous faisons partie de l'humanité. Nous sommes les soldats de la paix au nom des Nations Unies. Un pays ravagé, un État éclaté, un peuple en proie à l'insécurité. Au Congo, l'ONU déploie des moyens militaires à la mesure du traumatisme qui a frappé cette région du monde. La République démocratique du Congo. Un territoire vaste comme l'Europe de l'Ouest. Un pays qui sort exsangue de la crise la plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Une tragédie qui commence avec le génocide de Rwanda en 1994, pour se répandre dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Aux ethniques, guerre civile, exode massif des populations font 4 millions de morts en 10 ans. Aujourd'hui encore, des milliers de soldats perdus, rebelles ou miliciens, hantent la brousse et les villages dans tout l'est du Congo. Des bandes armées qui vivent de vie, qui sèment la terreur et perpétuent le chaos. Cette fois, l'ONU est décidée à agir. Depuis 2003, les casques bleus passent à l'offensive. Une drôle de guerre face à une guérilla insaisissable. Au Congo,
les forces onusiennes mènent une campagne ciblée, faite de quadrillage du terrain et d'opérations commando jusqu'au fond de la brousse pour débusquer les rebelles et les miliciens. Ici, les casques bleus sont libres d'attaquer, d'ouvrir le feu sur leurs ennemis, de détruire leurs bases et leurs repères pour les acculer et les obliger à se rendre. Cette mission de paix au profit de guerriers est l'une des premières placées sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, un texte qui ouvre le droit à l'usage de la force. Avec l'application du chapitre 7, la mission au Congo est plus musclée. Elle est aussi plus sensible. Une mission voulue par l'administration onusienne qui doit en assumer la responsabilité politique. Un pari à haut risque pour les fonctionnaires internationaux du 37e étage du siège, le département du maintien de la paix. C'est le département stratégique de l'ONU qui dirige 18 missions et 70 000 casques bleus dans le monde. À sa tête, un diplomate français, Jean-Marie Guéhenno. Okay. Anything else? Israelis may launch a special operation to recover these two soldiers who are presently wounded. That is a possibility which could take place within the next 12 to 14 hours. And They have to know where they are for that. they have good intelligence in the area, sir. Okay. Anything else? Just briefly on Monarch, there were media reports this morning of this demonstration in Kinshasa that turned violent. The group of demonstrators were about 400 protesting for the suspension of the campaign. When the police tried to disperse them, there was a group that used injuries on the police side and the protesters. La mission au Congo est la plus périlleuse des 18 missions en cours. Elle est celle où l'administration onusienne joue sa crédibilité. Après les échecs des années 90 et l'impuissance coupable des Nations Unies à éviter les drames en Somalie, en Yougoslavie ou au Rwanda, les gens de l'ONU veulent démontrer au Congo que l'organisation sert encore à quelque chose. Demander à l'ONU de se prouver sur le Congo, c'est lui demander de se prouver sur la situation la plus difficile qui soit. Parce que qu'est-ce qu'on a en République démocratique du Congo? On a un État qui a été fragilisé, pratiquement détruit par des années de guerre. Donc ce qui est demandé à l'ONU, c'est de stabiliser une situation avec des moyens limités et d'aider à la reconstruction d'un pays où presque tout est à faire. Et là, vous parlez du Rwanda, vous parlez des expériences tragiques des années 90. On voit bien que l'ONU est aussi en train de tester, au fond, de nouvelles limites. Hein. Parce que l'usage de la force militaire qu'on fait au Congo va bien au-delà de tout ce qu'on a pu voir dans des missions de l'ONU des dernières années. Concerning the minors, if they fail in the test, English test or French test, I don't know, because they cannot be team leader. Try to implement this rule. You can speak French, you can speak English, you can be the chief. Okay? Right. 17 000 soldats fournis par 51 pays. L'armée de l'ONU au Congo est une tour de Babel guerrière au cœur de l'Afrique. Le Français Christian Oudette, général de la Légion étrangère, est le chef d'état-major. Il doit coordonner l'action des 51 contingents. Indiens, Pakistanais, Sud-Africains, Chinois, Guatémaltèques. 51 traditions militaires qui apprennent à parler le même langage onusien.
Sandy, I rather prefer you to speak French because when you speak English, I don't understand. Terribly sorry for that. Because of your big moustache. Mon général, la priorité de nos efforts aujourd'hui, c'est où sont les 7e, 8e et 9e brigades quand ils sont finis le passage. Chaque fois que vous voyez une petite étiquette comme ça, ça veut dire une compagnie, c'est-à-dire une centaine d'hommes. Donc vous voyez tout de suite, il ne faut pas être un grand stratège pour comprendre que les gens sont regroupés à l'est. On a 17 000 hommes, essentiellement ici, contre, allez, à peu près le même nombre de milices et de rebelles. Et ces gens-là vivent de rats, etc. sur le territoire congolais. Donc il s'agit de contenir les rebelles dans leurs trous, qu'ils embêtent personne, et s'ils sortent faire des exactions, de leur foncer dessus. Pour faire la paix, ben parfois il faut faire la guerre. Le général Oudet s'envole pour l'est du Congo. L'ONU veut achever la pacification de cette région pour se consacrer à son grand chantier, la tenue des premières élections libres du pays. La pacification a commencé par la méthode douce. Depuis 2003, l'ONU appelle rebelles et miliciens à rendre les armes. Plusieurs milliers déjà ont accepté de se plier à ce processus. Les miliciens démobilisés ont le choix d'intégrer la toute nouvelle armée du Congo, cet autre grand chantier de l'ONU vers la reconstruction d'un État. Contre les miliciens irréductibles qui sévissent encore, l'ONU utilise la manière forte. Une opération militaire a commencé en Ituri. Cette province orientale est celle qui a le plus souffert depuis 10 ans. L'opération en Ituri cible une concentration de miliciens réfugiés dans la brousse. Position après position, les forces de l'ONU ont entrepris de les encercler. Deux compagnies, l'une marocaine, l'autre sénégalaise, viennent de livrer combat pour prendre cette position. Où est-ce qu'il est, le capitaine? Un verrou stratégique qui ferme par le sud l'encerclement des miliciens. Alors ici, vous êtes à Kagaba. Nous avons installé, comme vous voyez, un dispositif ferme sur toute la position elle-même. Là, ce que vous voyez, ce sont des écoles qui ont été abandonnées. Et la population, ils reviennent un peu ou quoi? Non, non, pas de population en général. Non, pas de population. La population, elle est au niveau de Bogoro. Ah oui, ils sont tous partis à cause des combats. Hein. Oui, ils sont tous partis. Dans ce pays immense, l'intendance onusienne a du mal à suivre. Les Sénégalais attendent toujours leurs véhicules blindés, leurs VAB, en cours d'acheminement. Ceux des Marocains sont en nombre insuffisant. Et alors vous faites des patrouilles tous les jours? Moi, je bouge pas, moi. Avec mes VAB? Oui. Non, j'assure la sécurité ferme de Kagaba. Mais la patrouille est faite à pied. Le long des Talveg. Et pourquoi on fait pas des patrouilles avec les VAB? Je comprends pas. Bonjour. Le capitaine il sort avec ses hommes. Et il sort à pied. Il y a un coup de route, les gens ils descendent, par moment ils progressent et puis... Et ce serait mieux de faire des détachements communs avec un VAB, non? Oui. Qui protégerait si jamais il y avait quelque chose. Non? Oui, en général, oui. Parce que les VAB qui protègent la position, bon c'est bien, mais c'est aussi bien pour faire les patrouilles avec un peu de blindés. Bien sûr. Les casques bleus combattent aux côtés des soldats de la nouvelle armée congolaise. Ils ont pris cette position ensemble. Comment ça va? Ça va bien, mon général. Alors c'est quoi la situation ici? La situation maintenant, c'est un peu mieux maintenant.
C'est mieux. C'est ça la tché, 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 para tché. C'est quoi tu dis? Milice, non. Prêt. Ces soldats congolais sont destinés à prendre la relève des forces de l'ONU. Ils combattent déjà en première ligne, au contact direct des miliciens. Mais cette armée balbutiante d'un État sous perfusion manque encore de tout. L'ONU assure la logistique et le ravitaillement. Vous avez à manger et tout? Non, on a à manger. Qui vous donne à manger? Bon, on envoie l'argent, l'argent ça vient à partir des Bougnans, on achète des rations. Ouais. Et puis on amène ici, on nous donne à manger. Bon. Et les munitions, ça va? Vous avez ce qu'il faut? On a des munitions là, comme ça. Vous avez été réapprovisionné ou pas? Non, on a déjà approvisionné. On a déjà donné les munitions. Bon, très bien. Nous sommes prêts. On va capturer les derniers miliciens qui n'ont pas compris et puis après, il y aura un peu la paix. Hein. Ouais. Talakak. Bon, bon courage. Ok. Le général poursuit sa tournée. Étape suivante, le nord de l'Ituri, une zone contrôlée par les forces onusiennes et qui prolonge par le haut l'encerclement des miliciens. Les Gourkhas, ces troupes d'élite de l'armée népalaise, ont chassé de leur zone les principaux groupes de miliciens. Le général arpente un secteur qui revient à peine à la vie. Ben là, on est dans un des villages les plus reculés du Congo, quoi, hein, où, de façon très étonnante, les Népalais ont ramené une paix, une stabilité, alors que c'était des grands territoires, des milices. Ils ont ramené la paix, quoi, on voit bien. Sur le marché du village, face à la population, le chef militaire se fait grand communicant. Construire la paix dans les esprits est ici un travail au long cours. C'est quelques imbéciles qui embêtent toute la population. Hein. Alors bien sûr, nous, on va faire le nécessaire avec les armes pour capturer les criminels, mais c'est tous ensemble qu'on va faire ça. Vous, il faut les dire, d'arrêter, ça suffit. Ils embêtent leur père, leur mère, leurs frères, leurs cousins et tout ça. Je ne vous dis pas ça à vous, parce que vous avez compris ça. Je dis ça pour relayer le message aux autres. Il faut dire aux autres, ça suffit la guerre. On veut la paix pour voter. Vous embêtez toutes nos familles. Il y a des populations qui se lèvent, qui sont courageuses chez vous, qui disent maintenant aux miliciens, allez-vous-en. Ils ont viré, coup de pied au cul. Toi, tu t'en vas, ça suffit maintenant. Ça, c'est une attitude courageuse. Et ça, c'est positif. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est bien, il faut relayer ça comme ça. Avec l'aide de la police. Mais la police, elle doit aider, pas embêter. Hein. Qu'est-ce qui a rigolé? C'est pas très bien. Après, Ah bon? moi, j'ai rêvé. Allez, ok, on va y aller. Il faut renforcer les actions de force par des actions de conviction. On n'est pas là pour vaincre, on est là pour convaincre. Voilà. J'oserais presque dire, on est civis pacem, para pacem. Si tu veux paix, prépare la paix. Il faut savoir qu'est-ce que la paix. La paix, c'est la sécurité et le développement. Pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. On le voit bien. C'est ce qu'on apprend maintenant dans nos écoles. Thank you, sir. Thank you, sir. And for your soldiers, of course. Thank you, sir. Thank you, sir. La machine onusienne, paralysée au moment du conflit des Grands Lacs, a attendu 1999 pour lancer sa mission au Congo. Une opération d'abord limitée, incapable de rétablir la paix. En 2003,
Alors que la mission est au bord de l'échec, le Conseil de sécurité lui donne enfin des moyens en doublant ses effectifs militaires et en la plaçant sous le chapitre 7 de la Charte. I congratulate the Security Council on unanimously adopting the resolution and giving MONUC the strong mandate it needs to fulfill its difficult mission in the Democratic Republic of the Congo. Ce vote marque une étape dans l'histoire de l'ONU. Les hauts fonctionnaires de la Maison Bleue, souvent simples exécutants, ont su manœuvrer pour arracher cette résolution aux vrais maîtres du jeu, les pays membres permanents du Conseil de sécurité. Un pas sensible vers l'autonomie politique de l'administration onusienne. L'ONU, elle est efficace s'il y a un vrai soutien du Conseil de sécurité. C'est-à-dire, si le Conseil de sécurité sur le Congo est convaincu qu'il faut un engagement, ensuite, on a une certaine autonomie pour présenter la réponse, dans le cadre de paramètres, une enveloppe qui est définie par le Conseil de sécurité. Et on a vu que pour le Congo, le Conseil de sécurité, il est venu très progressivement à l'idée qu'il fallait agrandir un peu l'enveloppe. Hein. La MONUC, elle a commencé avec quelques milliers d'hommes, comme une mission d'observation. Ce qui était sans doute le seul départ possible, parce que le Conseil de sécurité, si on lui avait demandé 17 000 hommes au départ, il n'aurait jamais accepté. Mais ce qui en même temps compliquait singulièrement le travail, parce que ça veut dire que la MONUC, elle a commencé d'une position de faiblesse. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelques milliers d'hommes dans un pays immense comme le Congo? Il a fallu qu'elle gagne sa crédibilité au fil des crises. 9 soldats bangladeshis sont morts dans une embuscade. Renforcée, la mission au Congo est d'autant plus exposée. Depuis 2003, une centaine de casques bleus ont été tués. Les pays qui engagent leurs troupes doivent accepter de payer le prix du sang. En Ituri, les forces de l'ONU viennent de reprendre la colline de Tché, une position qui resserre par l'ouest l'encerclement des miliciens. Cette compagnie de casques bleus fait partie de l'imposant contingent envoyé par le Pakistan, des soldats aguerris qui confortent la réputation militaire de la mission. Le gros des miliciens s'est replié avant leur arrivée. Certains se sont dispersés dans les alentours. On a l'impression que c'est très calme, mais des tirs peuvent venir de n'importe où. On ne peut pas dire que l'endroit est sûr. C'est un scénario de guerre ici. La guerre peut venir de partout et à tout moment. Alors j'ai disposé mes blindés tout autour du camp. Le commandant de la compagnie attend de la visite. La reprise de cette colline aux miliciens, obtenue sans un coup de feu, est un succès. Les responsables de l'ONU en Ituri viennent inspecter cette position fraîchement conquise. Le chef militaire de l'ONU en Ituri est un Bangladeshi, le général Mahmoud. C'est sa première mission en Afrique. Do you want to lead a good life? Do you want peace? Raise your hand. Do you want peace? Do you want peace? Is the UN MONUC doing right thing for you?
Raise your hand. Raise your hand in our support. C'est la deuxième fois que les Pakistanais prennent cette position. Elle protège un camp de réfugiés installé au pied de la colline. Les casques bleus retrouvent ce camp qu'ils avaient dû abandonner la première fois. Avec 10 fois moins d'hommes que les Américains en Irak, l'ONU ne peut se maintenir sur chaque pouce de terrain. Un drame pour le camp de réfugiés, livré entre-temps aux exactions des miliciens, déserté par les ONG et la plupart des habitants. Les réfugiés se sentent en sécurité quand les forces de l'ONU sont là. Et dès demain, petit à petit, ils vont commencer à revenir probablement. Il y avait 5 ou 6 000 personnes ici avant. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Ils sont partis, ils sont partis, donc les médicaments avec tout cela. La mort, la mort, la mort. Malade, 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 ça ne va pas. Vous voyez cela. Ok. Nous sommes enchantés de les voir. Et nous souhaitons qu'ils demeurent parmi nous, afin que nous ayons la sécurité. Votre présence est la sécurité totale pour eux. Ici, on voit des gens qui ont le corps taillé à coups de machette. Si on part d'ici, et on ne veut pas partir, mais si jamais on le doit, alors les miliciens vont revenir et ils vont s'en prendre à eux. Ils vont leur couper leur corps pour les punir d'être proches de l'ONU. On leur donne la sécurité, ils reviennent dans leur maison, et puis pour des raisons politiques ou autres, nous on nous dit de repartir, alors les miliciens reviennent. On n'y peut rien. Les populations alentours craignent le départ des casques bleus et le retour des miliciens. Inquiets, les villageois ont envoyé une délégation de leur chef. Le commandant pakistanais s'efforce de les rassurer. Ce que nous pouvons demander au commandant, la première chose que nous demandons, ce n'est que c'est d'abord la sécurité, c'est la première des choses. Ça, c'est la première aide que nous demandons. Soyez sûrs que nous sommes ici pour vous aider à résoudre vos problèmes. Nous vous avons retourné du chemin. Vous partez tous ou bien vous laissez... Non, nous n'allons nulle part avant que la paix ne soit rétablie. Je vous souhaite un bon travail. Le commandant sait pourtant que ce campement est provisoire. Sa compagnie n'est qu'un rouage dans l'opération en Ituri qui va bientôt mobiliser à nouveau son unité. Ce sont les ordres. Je vais devoir quitter cette position pour participer à une nouvelle opération. C'est une question de priorité. Être casque bleu, c'est devoir assumer sur le terrain les limites de l'ONU. C'est aussi dépendre des grandes puissances, celles qui décident et qui financent, mais restent réticentes à s'engager dans cette Afrique compliquée. Au Congo, les pays du tiers-monde fournissent la quasi-totalité des contingents. Moi, je voudrais plus de casques bleus en Afrique
venant des pays développés au côte à côte avec les pays en développement. Je pense que c'est un signal politique fort quand ils sont les uns à côté des autres. Ça augmente notre crédibilité parce que nos soldats, ils jouent un rôle militaire, bien entendu, mais ils sont aussi un signal politique. Et quand c'est le monde entier qui est dans une opération, c'est un signal plus fort quand c'est simplement une partie du monde. Et puis aussi politiquement, c'est plus facile de faire accepter des sacrifices, des risques, si chacun voit que le sacrifice est également partagé. Et là, la situation où le maintien de la, du maintien de la paix aujourd'hui, où elle est un petit peu, à mon avis, où on n'est pas dans une situation optimale, c'est qu'il y a trop de différences, je dirais, entre les États qui payent, les États qui décident, et les États qui prennent le risque sur le terrain. S'engager au Congo est affaire de prestige pour les grands pays d'Asie, l'Inde et le Pakistan. Leurs soldats sont les ambassadeurs de leur nouveau désir, compter au sein des Nations Unies. Ce détachement pakistanais a rendez-vous avec un convoi de ravitaillement. Maintenant, on doit attendre l'arrivée du convoi qui apporte le ravitaillement en rations et en eau potable. Le lieu du rendez-vous, en pleine brousse, est une mission catholique à l'abandon, un vestige de la colonisation belge. L'Asie en Afrique, c'est aussi la découverte d'un continent par un autre. C'est vraiment un bel endroit. C'est la première fois que j'entre dans une église. C'est une bonne expérience. On l'appelle Issa dans l'islam. Et pour nous, il est aussi un prophète. Il faut respecter toutes les religions. Ça ne se discute même pas. Religion unie. Oui, nous devons tous être unis. Et au moins respecter ce qui doit être respecté. L'opération en Ituri progresse aussi sur son flanc est. Les miliciens sont maintenant encerclés. L'ONU prépare l'assaut et redispose ses forces. Dans ce pays sans route, la marine uruguayenne accélère le transport des troupes en passant par les Grands Lacs. Ils rebasculent le dispositif. Et ils ont rebasculé. How many guys did you transport? 470. 450. Les Uruguayens embarquent des soldats de l'armée congolaise. De retour de combat, ces hommes sont redéployés pour participer à l'assaut contre les miliciens. L'armée congolaise est un partenaire obligé, mais parfois encombrant. L'ONU fait tout pour favoriser son émergence. Un choix stratégique vers la reconstruction d'un État. Une tâche politique souvent déroutante pour un casque bleu.
Dans mon pays, quand on vous demande comment ça va, on répond oui ça va ou non ça va pas. Mais ici au Congo, on vous répond 50-50. C'est le Congo. Attendo la carterita. Devi camminare, L'ONU a choisi d'envoyer l'armée congolaise seule en première ligne, là où elle échappe à son contrôle. Ces soldats, qui se battent dans leur propre pays, en perpétuent la tragédie quand ils se livrent, eux aussi, à des pillages, des morts. Là, on a récupéré 450 soldats en fin d'opération. Vous avez vu l'armée de Bourbaki, comme on dit, hein. Et puis c'est ces gens-là qu'on est censé supporter. On les soutient de bout en bout. Il faut bien, c'est eux qui doivent assurer la sécurité. Hein. C'est pas la MONUC, hein. La MONUC elle est là pour aider et elle a vocation à partir le plus vite possible. Tant qu'il y a encore des forces de sécurité congolaises dont la discipline laisse à désirer, qui ne sont pas toujours payées en fin de mois, il y a le risque que ces forces n'abusent de leur pouvoir et qu'elles soient perçues comme un groupe armé comme les autres. C'est un vrai risque. Et donc, très important d'agir sur ce front-là aussi. On ne peut pas simplement se substituer aux responsabilités de l'État congolais. Il faut aider l'État congolais à bâtir un vrai État qui ait la confiance des citoyens. Et là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le général Oudette assume une responsabilité politique. Réussir au Congo, c'est non seulement reconstruire un État, c'est aussi l'amener à respecter les droits de l'homme. Un chantier au long cours dont il vient parler avec les représentants des ONG. Nous faisons beaucoup de réunions entre les militaires et puis toutes les agences et toutes les ONG, etc. à Kinshasa. Les exactions des FARDC, l'armée congolaise, passent mal. Le général en prend la mesure auprès des humanitaires. Suite à des exactions, des villes, il y a certaines zones, on en a parlé je crois il y a 2 semaines ou 3 semaines, où on commence à entendre certaines une partie de la population qui préfère, entre guillemets, être contrôlée par les miliciens que par les FARDC. Le problème, quand vous reprenez des positions, après c'est FARDC qui reprend la position, et ils font les mêmes choses, voire pire. Les FARDC que vous dites quand ils restent sur le terrain, ils se nourrissent sur la population. Et, enfin, ils font pire même. Hein. On en est parfaitement conscient et c'est inadmissible. C'est un conglomérat de milices, il faut comprendre ça. On a pris toutes les milices, on l'a réparti, on leur a dit bon, vous étiez des anciens ennemis entre vous, maintenant vous venez tous, hop, 45 jours ensemble, et puis ça y est, vous êtes FARDC armés. Bon. Les types, ils n'ont pas fait d'instruction, ils n'ont pas d'éthique, pas de formation, etc., etc. Ce sont des... c'est une armée qui en est à ses balbutiements complets, quoi. Hein. Il est où, là, le mec? Autre témoin à charge, le préfet d'Ituri. Il revient d'un village pillé par les forces congolaises. Je viens du terrain. J'ai passé la nuit là-bas. Je suis resté à Largou. Il y a eu des pillages. On a chargé les biens dans un camion. Nous sommes allés nous plaquer devant l'état-major des FARDC. Effectivement, le camion est venu passer à l'état-major de... Il y avait les vélos dedans. Oui. Il y avait... C'était bien rempli, le camion roulait difficilement à cause du poids. Et des militaires là-dessus. On ne devrait pas entrer avec ça à l'état-major là-bas. Tout un camion chargé comme ça. Je peux vous assurer... Le jeu qui est au terrain,
que nous sommes conscients de toutes ces difficultés-là et que nous agissons au plus haut niveau de l'État pour que cela cesse. On y va. Le général entend bien agir aussi à son niveau. Le chef d'état-major des forces de l'ONU veut s'expliquer, de militaire à militaire. La hiérarchie de l'armée congolaise est directement impliquée dans les pillages. Au premier rang des responsables, le chef de l'armée congolaise en Ituri, le général Bob. Le 9 mai, il y a eu des pillages à Largo. On a pillé des habitants, des maisons, un magasin de vélos. J'ai tous les détails, les noms, la liste des objets volés. Et voici le numéro d'immatriculation du camion de l'armée congolaise qui a emporté les objets volés. Ok. Dis-lui que j'ai... Est-ce qu'on peut noter ça comme ça? Oui, d'accord, d'accord. Tu peux... Dis-lui que j'ai... Des trucs que je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. On a dû poser la question au chef des collectivités de Largo, qui lui-même a rejeté en bloc toutes ces allégations-là. Nous ne nous sommes jamais imposés un jour dans un village ou dans une agglomération pour déjà fouiller ou à s'accaparer des biens des gens. Je ne suis pas d'accord avec vous, mon général. Ça dit comme ça. Que la MONUC soit avec vos soldats ou que vos soldats soient tout seuls, c'est inadmissible. Ça, on ne peut pas admettre des choses comme ça. Vous savez, à Kinshasa, on entend ça beaucoup. Oui. Et si ces gens-là vont pas en justice, ça va finir par aller vous en justice. Oui. Parce que ça, c'est pas compliqué. On a le numéro de la voiture, on sait qui est au volant de la voiture, on prend le gars, on va voir chez lui, on trouve les vélos. Hein. C'est ça que j'ai dit. Il y a une commission qui a passé une nuit à Largo même. Donc plus tard ce soir, dès que je sortirai d'ici, j'aurai une certaine lumière. Il ne faut pas que la commission elle arrive en disant on n'a rien trouvé, parce que ça va remonter très fort. Bon courage, merci. Et on ne se laisse pas abattre. Quelques jours plus tard, sous la pression de l'ONU, le général Bob sera invité à céder son commandement. Vous allez terminer chef d'état-major de l'armée, vous, hein? Allez, je vous l'espère, je vous souhaite. Aux USA. Le Congo est sous haute surveillance politique. Les vidéoconférences permettent aux fonctionnaires du siège new-yorkais de garder un lien constant avec les chefs de la mission à Kinshasa. La conduite de la guerre doit servir la préparation des élections. As we continue to say, it will be obviously a very good election. It will be the best election we've had in 45 years, but it will not be a perfect election. Merci beaucoup. Linked to the experience, based on the experience in Haiti, we saw two sets of problems in Haiti. One, because people had so much expectations with elections, they rushed to the polling station very early in the morning, and so you had considerable crowds with some violence in some areas because people were afraid that they would not have the opportunity. They would not have the opportunity to vote. Well, I made my point. La connexion est rétablie. The connection is reestablished. Oh, I think we're back on. Yes, we hear you. So you heard my point. Lots of crowds when the polls open. On finance, you have the money for all the electoral workers. I mean, it will be available to all the electoral workers. I mean, all the plans are in place for that. Last time in the referendum, we had people who were paid and were supposed to take their money back to the bureau de vote, and they decided they would have a party rather than take the money back. We're going to have cases like that again, but that's what we'll have to deal with. Okay. I have to leave, but you continue the discussion according to the agenda. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Quand on fait le métier que je fais, le métier du maintien de la paix,
on est un peu, je dirais, comme un cancérologue qui finit par se demander comment il y a des gens en bonne santé. On prend mieux la mesure de la fragilité des sociétés. Et comme quand une société a été déchirée par la guerre, comme c'est pas du tout facile de recoller les morceaux. Et que ces morceaux, ils seront d'abord recollés par les citoyens, les citoyennes, par ceux qui vivent dans cette société. Que les tiers que nous sommes, extérieurs, on peut donner un coup de main, on peut aider, mais qu'à la fin des fins, l'échec ou la réussite dépendra d'abord de ceux dont c'est la vie même qui se joue. আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নিরাপদে এবং হেফাজতে রাখো আল্লাহুম্মা আমিন আমাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহুম্মা আমিন তোমার একমাত্র তোমার সাহায্যই আমরা প্রার্থনা করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সকলের মনোবল কেমন En Ituri, l'assaut va être lancé. Les Bangladeshis partent pour faire cette drôle de au nom de la paix. La force est avec toi. La force matérielle, la force spirituelle. Tu ne dois pas la perdre. Tu restes cool, tu gardes le moral et tout le monde te suivra. Les Nations Unies sont au service de l'humanité. En tant qu'être humain, je sers l'humanité quand je sers sous le drapeau bleu. Mon mandat, c'est de remplir cette mission, et je vais le faire. Je vais me battre comme si c'était pour mon pays. L'armada de l'ONU va foncer sur le repère des miliciens. Une ultime démonstration de force pour pacifier avant les élections. À mon avis, voilà ce qui se passe. On a, ici vous avez le lac Albert, qui est un gros lac, avec les Uruguayens qui patrouillent là, à partir de Casseni. On avait mis des gens de l'ONU et des FARDC en position de blocage ici. Et puis, on avait fait 2 colonnes. Une colonne de Pakistanais qui est convergée sur Tché, qui était là, de façon à chasser les milices. Bon, les milices se sont barrées un peu comme on l'avait prévu, par là, et on avait mis une autre position de blocage ici. Et puis, les troupes qui étaient là vont revenir comme ça, et puis normalement devraient faire fuir ces milices de façon à ce qu'ils tombent dans une espèce de nasse. Mais tout ça, on est en marche, on est en avance, on essaye de résoudre les problèmes là où ils se présentent. Et après tout, on est les seuls à le faire. Cette fois encore, les casques bleus ne verront pas l'ennemi. Ils sont en appui de l'armée congolaise, seule chargée de l'assaut contre les miliciens. Le convoi est bloqué. On craint une embuscade. Les miliciens ne sont pas là, ils sont déjà très loin parce que nos forces sont déjà en avant là-bas. Ouais, donc ça c'est les abeilles seulement. Ils sont entrés même à l'intérieur du char. Alors à tel enseigne que nous ne savons pas comment progresser. Quand ça pique, on est un peu dispersé là-bas, on devient distrait, alors vous voyez qu'est-ce que ça fait. Des vraies abeilles alors. Mais ils sont même à l'intérieur du véhicule. Alors espérons qu'avec la fumée du véhicule, ça va peut-être chasser les abeilles. Effectivement, on est bloqué. Au Congo, l'ONU invente au jour le jour une autre façon de faire la guerre. Une guerre où l'usage de la force ne saurait suffire à établir une paix durable. Une voie étroite entre les grands principes et l'ajustement aux réalités. Une voie qui tente d'associer efficacité et légitimité. Une voie que les Nations Unies sont les seules aujourd'hui à défricher. Je crois que face à chaque échec, la communauté internationale se rend compte, après une période de réexamen,
que finalement, s'il n'y avait pas l'ONU, il faudrait l'inventer. Mais on se rend compte à chaque crise que cette réponse, pour être efficace, doit être beaucoup plus multidimensionnelle qu'on l'imaginait même au début des années 90. Mon inquiétude, c'est que par rapport à ces leçons qu'on tire, d'une certaine manière, à chaque fois, on alourdit un peu plus le fardeau qu'on confie à l'ONU. L'opération est terminée en Ituri. Les forces congolaises reviennent de l'assaut. Ils ont tué une trentaine de miliciens, mis les autres en déroute et ramassé le butin. De victoire en désillusion, l'ONU poursuit sa mission au Congo depuis 7 ans déjà. Le temps d'apaiser les derniers soubresauts du conflit des Grands Lacs et de réussir, fin 2006, les premières élections libres du pays. Dans cette Afrique oubliée, la mission au Congo expérimente un modèle pour l'avenir, la guerre et la paix, selon l'ONU.